Un peigne en argent, une vérité disparue, quel secret pourrait-il bien cacher? Bienvenue chez Détective Eternos, je suis votre hôte Louis. Vos commentaires font revivre ce mystère, dites-moi d'où vous écoutez. J'ai hâte de lire vos pensées, commençons. Le village de St. Mary Mead s'installe dans le calme du soir lorsqu'un premier murmure d'inquiétude se répandit dans la ruelle pavée près du cimetière. Une petite fille, d'à peine 10 ans, déboula dans la rue principale, essoufflée, les yeux écarquillés et les cheveux emmêlés de rubans. Elle serrait un petit objet dans sa main, un curieux peigne en argent scintillant dans la lumière déclinante. Je l'ai trouvé près de la porte du presbytère. Elle bégayait à quiconque voulait l'écouter, et il était couvert de sang. Les mots, naturellement, fusèrent d'une oreille à l'autre avec une rapidité étonnante. Au crépuscule, la moitié du village avait entendu parler du peigne ensanglanté, et l'autre moitié l'avait déjà brodé de théories. Miss Jane Marple, assise près de sa fenêtre avec son tricot, entendit la nouvelle de Madame Price Ridley, qui ne manquait jamais de transmettre des histoires plus vite que la tournée du facteur. « Quelle horreur !» déclara Madame Price Ridley, appuyée contre le portail du jardin de Miss Marple. « Un enfant découvre une chose pareille. Une pauvre créature devait être blessée, voire pire. » Les yeux bleu pâle de Miss Marple, pensive derrière ses lunettes, se posèrent sur la pelote de laine posée sur ses genoux. « Du sang, dites-vous? Il a le don de surgir quand on s'y attend le moins. J'ai connu une femme de ménage qui s'est coupé le doigt en coupant du bacon, et toute la rue était persuadée qu'un meurtre avait été commis dans son garde-manger. » Madame Price Ridley renifla. « C'est différent, Jane. Retenez-moi bien, il s'est passé quelque chose de terrible. Lorsque le gendarme arriva pour récupérer le peigne, les spéculations allaient bon train dans le village. À qui appartenait ce peigne? Un bijou de dame égarée, ou peut-être abandonné à la hâte après un acte plus sombre? Le lendemain matin, une réponse fut apportée, mais elle ne parvint pas à apaiser les rumeurs. Juste derrière la haie du verger du presbytère, caché sous des ronces enchevêtrées, le corps de Madame Sylvia Ross, nouvellement arrivée au village 6 mois plus tôt, fut découvert par un laitier. Sa tête était cruellement frappée et ses cheveux noirs étaient couverts de sang. Le peigne en argent, semblait-il, n'était pas un ornement égaré après tout, mais un sinistre signe de violence. Miss Marple, debout parmi la foule rassemblée à l'orée du verger, regarda le corps porté jusqu'au salon du presbytère. Elle parla peu, pinçant les lèvres, son regard passant d'un villageois à l'autre. La mort de Madame Ross avait bouleversé St. Mary Mead et, Miss Marple le savait bien, la tragédie avait le don de dévoiler le charme raffiné de la vie villageoise, révélant les secrets que l'on s'efforçait tant de garder. Et dans le silence de cette terrible matinée, tandis que les voisins murmuraient leurs craintes et leurs théories, Miss Marple remarqua quelque chose d'étrange. Ni le corps lui-même, ni le peigne, ni même la terre tachée de sang, mais une lueur sur le visage d'un villageois debout parmi les autres. Ce regard n'était ni choqué, ni triste, ni apitoyé. C'était un regard tout autre. Elle ne dit pas un mot, pas encore. Elle ajusta simplement ses lunettes et glissa son sac à tricot sous son bras, prête à observer et à attendre. Le meurtre de Madame Ross n'était pas la fin de l'affaire. Ce n'était que le début. Le lendemain, à midi, l'air de St. Mary Mead semblait chargée, comme si les haies elles-mêmes murmuraient d'excitation. Un meurtre dans leur propre village. C'était un phénomène qui n'avait jusqu'alors vécu que dans les colonnes des journaux et les romans à sensation. Au salon de thé du Sanglier Bleu, toutes les tables étaient bondées, non pas de visiteurs, mais de villageois qui avaient abandonné leur routine habituelle pour le plaisir d'échanger des spéculations. Les tasses tintaient, les cuillères à café s'entrechoquaient nerveusement, et l'air bourdonnait comme une ruche dérangée. Madame Hartnell se pencha par-dessus son assiette de petits pains au raisin, baissant la voix juste assez pour suggérer la gravité. « C'est le mari, sans aucun doute. C'est toujours le cas.
dans des cas comme celui-ci. M. Ross me parut un homme bourru. Son amie, Mme Price Ridley, renifla. C'est peut-être vrai, mais Sylvia Ross n'était pas ce que j'appellerais une femme rangée. Elle avait des airs, elle dépensait trop, à mon avis, et ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens ont souvent des problèmes. De la table voisine, Mademoiselle Weatherby intervint avec délectation. J'ai entendu dire qu'on l'avait vu marcher dans l'allée avec ce nouveau maître d'école la semaine dernière. On dit qu'il lui a porté ses colis jusqu'à son portail. Plutôt déplacé, à mon avis. Ces discussions se sont propagées d'un coin à l'autre du salon de thé, chaque villageois étant certain de sa propre théorie et peu disposé à écouter celle des autres. Miss Marple, tranquillement assise à sa place habituelle près de la fenêtre, remuait son thé avec un calme délibéré. Loin de vouloir faire taire les ragots, elle les accueillait plutôt avec plaisir. Les gens, elle le savait, en disaient souvent plus qu'ils ne le voulaient dans leurs bavardages insouciants. Et si l'on écoutait avec patience, de petites vérités avaient tendance à surgir comme des petits poissons filant entre les herbes. Elle se souvenait que, lors de leur brève rencontre, Madame Ross lui avait semblé une femme pleine de vie, attachée à ses chapeaux à la mode, dont le rire résonnait dans le cimetière après la messe du dimanche. Bien sûr, des rumeurs circulaient déjà avant cela. Madame Ross ne s'était pas vraiment intégrée au tissu ordonné de saints. Mary Mead. Son arrivée de Londres, avec des vêtements élégants et un langage qui laissait penser qu'elle avait vu plus de monde que la plupart, avait énervé certains. Miss Marple avait remarqué la désapprobation de certaines dames et l'admiration non dissimulée de certains messieurs. Chacun de ces signes, à sa manière, constituait une forme d'hostilité. « Écoutez bien, » déclarait Madame Hartnell avec conviction. « La police aura réglé l'affaire d'ici ce soir. Ils commencent toujours par le mari. » Mais le regard de Miss Marple, brillant et d'une douceur trompeuse, ne se porta pas sur les femmes à sa table, mais sur le coin le plus éloigné où le jeune M. Ross en personne entrait. Il était venu chercher du pain et du lait, et son apparition provoqua un silence soudain et brutal. Les visages se tournèrent, les voix baissèrent, et tous les regards scrutèrent l'homme dont la femme gisait froidement dans le salon du presbytère. Il était pâle, les yeux creusés, les cheveux en bataille. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il demanda son colis, et sa main tremblait en passant l'argent sur le comptoir. Miss Marple remarqua qu'il évitait de regarder qui que ce soit en face, les yeux fixés sur la porte. Un homme coupable? Peut-être, ou peut-être simplement un mari endeuillé, soudain propulsé sur une scène où chaque regard pesait sur lui comme une accusation. Le silence persista après son départ, rompu seulement lorsque Mademoiselle Weatherby siffla. « Vous voyez? Il ne pouvait même pas nous regarder en face. Ça en dit long. » Mais Miss Marple pensait autrement. Elle sirota son thé. Son esprit s'égarait vers un vieux souvenir d'un palefrenier accusé d'avoir volé de l'argenterie dans une maison de campagne bien des années auparavant. Lui aussi avait détourné le regard, incapable de soutenir le regard des autres. Et pourtant, dans son cas, ce n'était pas la culpabilité qui lui faisait baisser la tête, mais la honte d'être soupçonné à tort. La nature humaine, songea Miss Marple, était rarement aussi simple que les commères aimaient à le croire. Plus tard dans l'après-midi, Mademoiselle Marple marchait lentement le long du chemin en direction du presbytère. L'agent Evans montait la garde à la grille, son visage juvénile et solennel. Il toucha son casque avec respect. « Quelle affaire, Miss Marple? On dit qu'elle a été frappée par derrière avec quelque chose de lourd. Le docteur Haydock estime que c'était rapide. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Quelle pitié, dans des circonstances aussi épouvantables. Et vous, agent, avez-vous trouvé la moindre trace d'arme ?» Evans rougit. « Pas encore, madame, mais ils reprendront leurs recherches demain matin. » Elle lui offrit un sourire bienveillant. « On ne sait jamais d'où la moindre petite chose peut surgir. On oublie souvent ce qui est juste sous notre nez, sur
Seule retourna dans le chemin, laissant Evans méditer, car en vérité, Miss Marple avait déjà remarqué quelque chose d'étrange près de la haie où le corps avait été retrouvé, un fil de soie cassé, accroché à une épine. Elle n'avait rien dit, pas encore, mais elle rangea cette observation dans les compartiments bien rangés de son esprit. Ce soir-là, alors que les cloches de l'église sonnaient les vêpres, les rumeurs à St. Mary Mead ont atteint leur paroxysme. Était-ce le mari, le maître d'école, un inconnu de passage? Personne ne pouvait le dire, et pourtant tout le monde prétendait savoir. Miss Marple, de nouveau assise près de sa fenêtre avec son tricot, entendit le brouhaha grandissant dans la rue. Et tandis qu'elle regardait les dernières lueurs s'éteindre sur les toits, elle fut certaine d'une chose: seules les premières conclusions du village seraient fausses. Elles l'étaient généralement. Pourtant, alors qu'elle cherchait ses aiguilles, un coup sec à sa porte la fit s'arrêter. Ce n'était pas le coup poli d'un voisin, mais un martèlement précipité, presque désespéré. Miss Marple posa son tricot et se leva, l'air calme, même si son cœur battait la chamade. Celui qui se tenait à sa porte, pensait-elle, n'était pas là pour échanger des ragots. Miss Marple ouvrit sa porte et trouva une silhouette familière sur le pas de sa porte. C'était la jeune Madame Clement, l'épouse du pasteur, les joues rouges et les mains jointes. « Oh, Miss Marple, dit-elle d'un ton essoufflé, pardonnez-moi de vous appeler si tard, mais je ne savais plus où donner de la tête. L'inspecteur est resté au presbytère tout l'après-midi, et tout le village raconte des choses horribles. » Miss Marple la fit entrer avec douceur. « Assieds-toi, ma chère, assieds-toi. Une tasse de thé te réconfortera. » Elle avança avec sa grâce habituelle, mettant la bouilloire à bouillir et disposant les tasses comme si c'était une simple soirée tranquille. Madame Clément se pencha en avant, la voix basse. « Il pense que c'était Monsieur Ross. L'inspecteur dit qu'il avait à la fois un mobile et une opportunité. Lui et Sylvia se sont disputés. La servante affirme, et bien sûr, c'était lui le plus proche d'elle quand on l'a retrouvé. Tout s'est passé si vite, si décidément, que je ne peux m'empêcher de ressentir un certain malaise. » Miss Marple croisa les mains sur la table, mal à l'aise, en effet. Il n'est pas rare, vous savez, que les gens sautent aux conclusions les plus simples. Et pourtant, d'après mon expérience, le plus simple est souvent le moins juste. Lorsque Madame Clément eut terminé son thé et regagné le presbytère, la place du village était animée par les nouvelles. L'inspecteur Crail de Much Benham était arrivé, et avec lui, 2 hommes en uniforme qui avaient emmené M. Ross pour l'interroger. Personne ne put résister à l'envie de se rassembler près du portail pour observer, chuchotant comme si leur souffle portait un jugement. « Il l'a fait, croyez-moi, » dit Madame Price Ridley en croisant les bras avec une satisfaction farouche. Un mari connaît toujours les habitudes de sa femme. Il l'aurait deviné lorsqu'elle s'est glissée dans le verger. Et un homme aussi renfrogné peut sûrement faire pire. D'autres hochèrent la tête, leurs yeux brillants d'une certaine impatience qui survient lorsque la tragédie touche des vies ordinaires, les faisant ainsi partie de quelque chose de plus grand. Mais Miss Marple, debout silencieusement au bord de la foule, gardait le regard fixé non pas sur M. Ross, mais sur ceux qui l'entouraient. Elle remarqua le maître d'école, M. Harcourt, qui s'attardait juste derrière le groupe, le visage inhabituellement pâle. Il n'adresse aucun mot de sympathie à l'accusé, ni aucune marque d'indignation, se contentant du silence et s'éloignant rapidement une fois la voiture de l'inspecteur partie. Curieuse, Miss Marple murmura pour elle-même avant de se retourner vers sa propre porte. Le lendemain matin, la confirmation fut donnée que M. Ross serait détenu toute la nuit pour un interrogatoire plus approfondi. Officiellement, son alibi n'était pas convaincant. Il prétendait être resté dans son bureau à écrire des lettres, mais personne ne l'y avait vu et aucun courrier n'avait été relevé. Pire encore, des voisins se souviennent avoir entendu des voix fortes
venant de la maison des Ross la veille de la découverte de Sylvia. Au petit déjeuner, le docteur Haydock en dit davantage à Miss Marple lorsqu'il passe avec sa sacoche. « Ils vont le presser, dit-il en secouant la tête, mais je ne suis pas convaincu. Il m'a semblé plus déconcerté que coupable. Pourtant, l'inspecteur insiste sur le fait que les disputes étaient violentes. Sylvia n'était pas une femme facile, de l'avis général. » Miss Marple ajouta du sucre à son thé. « J'oserais dire. Mais, comme l'a dit un jour mon neveu Raymond, une dispute conjugale, c'est un peu comme une bouilloire qui bout. Il faut se garder de confondre vapeur et feu. » Le docteur Haydock rit à cette remarque, même si ses yeux restaient troublés. Plus tard dans la journée, Miss Marple se rendit tranquillement à la poste, où un nouveau groupe de commères échangeait les dernières rumeurs. Parmi elles se trouvait Miss Weatherby, plus enthousiaste que jamais. « On dit que la police a trouvé un mot dans son bureau, » confie-t-elle à voix basse. « Il parlait d'une rencontre avec quelqu'un ce soir-là. Personne ne sait s'il s'agissait de son mari ou d'un autre homme. »« Un mot ?» demanda Miss Marple d'un ton doux, s'arrêtant pour ajuster son panier. Mademoiselle Weatherby hocha la tête. « C'est ce que j'ai entendu. Cela semble prouver qu'elle avait l'intention de rencontrer quelqu'un en secret. Et si ce n'était pas son mari, elle s'interrompit, laissant planer l'insinuation. Miss Marple ne dit rien de plus. Mais en rentrant chez elle, elle se souvint de ce minuscule morceau de soie coincé dans la haie. Un indice, peut-être, de cette mystérieuse rencontre. Et pourtant, la police, elle en était certaine, ne l'avait pas remarqué. Ce soir-là, les cloches sonnèrent à nouveau, appelant les villageois à la prière. Mais peu l'écoutèrent vraiment, leurs pensées étant plutôt fixées sur le sort de M. Ross. Les enfants chuchotaient en passant devant sa maison close. Les ménagères se rassemblèrent par 2 ou 3, chacune convaincue que l'affaire était quasiment réglée. Miss Marple, cependant, savait qu'il n'en était rien. Elle avait vu trop de drames de la faiblesse humaine se dérouler à Saint Mary Mead pour se fier à la surface des choses. Le dossier contre M. Ross était clair, certes, mais presque trop clair. Et les explications claires, songea-t-elle, avaient le don de dissimuler les vérités les plus confuses. Alors que la nuit tombait, elle abandonna son tricot, les yeux plissés par la réflexion. Quelque part parmi les ragots, les disputes et les rumeurs d'une rencontre secrète, la véritable histoire l'attendait, et quand elle ferma enfin ses rideaux, elle ne put se défaire de l'image du visage pâle et fuyant du maître d'école. Le lendemain matin, l'aube était radieuse, même si l'atmosphère a Saint. Mary Mead restait pesante, comme si le village tout entier marchait sous un nuage. Les voisins ouvraient prudemment leurs volets, chaque ménagère impatiente de jeter un œil dans la ruelle pour voir si la police allait réapparaître avec de nouveaux éléments. Miss Marple, cependant, préférait commencer sa journée comme à son habitude, par une tasse de thé tranquille et une petite promenade au jardin. Ses rosiers, bien que fanés avec la saison, avaient besoin d'être taillés. Pourtant, son esprit n'était pas tourné vers les roses. Il se tournait sans cesse, vers l'éclat de ce peigne d'argent et du fil de soie qu'elle avait remarqué près de la haie. De petites choses, certes, mais elles avaient le don de piquer son attention jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Après le petit déjeuner, elle décida d'aller au presbytère. Madame Clément était dans un état d'agitation extrême, les nerfs à vif après avoir hébergé le corps toute la nuit en attendant que les arrangements soient appris. L'inspecteur avait fait des allers-retours, ses pas lourds résonnant sur le sol en pierre. Mais il avait négligé, comme le soupçonnait Miss Marple, les petits détails qui comptaient si souvent. « L'inspecteur Crail croit avoir de quoi retenir M. Ross, » murmura Madame Clément en se tordant les mains. « Mais oh, Miss Marple, je ne peux me résoudre à l'imaginer capable de cela. Il semble plus perdu que dangereux. »« C'est fort probable, ma chère, » répondit gentiment Miss Marple. « Les hommes se disputent parfois bruyamment avec leurs femmes. C'est une habitude qui, bien que désagréable, ne mène pas toujours à la violence. Mais dites-moi,
Quelqu'un a-t-il parlé du « un peigne » Madame Clément cligna des yeux, surprise. « Le peigne » Oh, seulement qu'il appartenait à Sylvia, retrouvée près du portail où l'enfant l'avait ramassé. L'inspecteur dit qu'il a dû tomber dans la bagarre. Miss Marple pinça les lèvres pensivement. « Tomber, oui, mais c'est curieux, vous ne trouvez pas? Un peigne se porte serré, souvent solidement fixé. Il ne se détache pas sans qu'on s'y arrête. » Madame Clément, distraite, ne suivit pas tout à fait. Enfin, je suppose. L'inspecteur ne semblait pas y accorder d'importance. Miss Marple demanda doucement si elle pouvait revoir le verger. Madame Clément hésita, puis accepta, la conduisant jusqu'au portail où se tenait encore l'agent Evans. « De retour, Miss Marple ?» demanda le jeune homme avec un sourire las. « Juste un instant, » dit-elle doucement. Il ne faut pas s'attarder trop longtemps sur le chagrin, mais parfois, un regard neuf peut être utile. J'ai connu un jardinier qui passait des heures à chercher sa montre perdue dans la pelouse pour finalement se faire remarquer par sa femme, accrochée à la branche même contre laquelle il s'était appuyé. Le gendarme rit doucement et s'écarta. Miss Marple se pencha près de la haie de ronces, le regard perçant comme celui d'un oiseau. Là, flottant encore faiblement dans la brise matinale, se trouvait ce même fil de soie qu'elle avait déjà vu. Elle le tira délicatement entre deux doigts et l'examina à la lumière. C'était un rouge cramoisi profond, raffiné et coûteux, pas le genre de choses qu'on s'attendait à trouver sur les robes modestes de Madame Ross. Miss Marple le glissa discrètement dans son mouchoir. « Curieuse » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil au sol. La terre portait encore des traces d'usure, des empreintes désormais floues par de nombreuses bottes. Mais une empreinte, plus profonde que les autres, révélait un talon pointu. Pas le modèle robuste et pratique que portaient la plupart des villageoises, mais plus fin, plus pointu, à la mode, comme quelque chose que Sylvia Ross aurait pu choisir elle-même, ou comme quelque chose appartenant à quelqu'un d'autre. En se redressant, Miss Marple remarqua que Madame Clément l'observait avec anxiété. « Tu crois que ça veut dire quelque chose ?» demanda la femme du pasteur. Miss Marple lui offrit un doux sourire. « Oh, ma chère, tout a un sens. La difficulté est de savoir ce que cela signifie et pour qui. » Ils retournèrent à l'intérieur où Miss Marple posa une dernière question, apparemment désinvolte. « Madame Ross portait-elle souvent de la soie? » « Je ne m'en souviens plus très bien. » Madame Clément secoua la tête. « Pas souvent. Elle était élégante, certes, mais ses vêtements étaient surtout en coton et en mélange. Elle avait dit un jour que la soie était gênante dans l'air de la campagne. »« En effet, » dit doucement Miss Marple. Ses yeux brillaient, mais elle n'ajouta rien. Cet après-midi-là, l'inspecteur Cray le convoqua à une réunion au presbytère, annonçant aux villageois que M. Ross restait le principal suspect. Il parle avec fermeté de querelle, d'opportunité et de mobile. Les villageois acquiescèrent en murmurant leur accord, heureux de voir leurs soupçons confirmés. Miss Marple était assise tranquillement au fond, tricotant à la main, ses aiguilles cliquetant doucement. Elle écoutait les arguments de l'inspecteur, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pouvait encore sentir le doux glissement de la soie entre ses doigts. À la fin de la réunion, elle s'éclipsa avant que quiconque puisse l'engager dans la conversation. De retour à son chalet, elle déposa le fil de soie cramoisi sur la table, à côté de son panier à tricot. Il brillait richement à la lumière de la lampe, contrastant avec le blanc de son mouchoir. Ce n'était pas grand-chose, presque rien du tout. Et pourtant, Miss Marple le savait, cela pourrait bien être l'indice le plus révélateur de tous. Alors qu'elle se laissait aller dans son fauteuil, l'horloge sonna l'heure et, par la fenêtre, elle vit une ombre passer rapidement dans la ruelle. Quelqu'un était sorti tard, pressé, trop pressé. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Le peigne d'argent avait commencé l'histoire. Le fil de soie, peut-être, la conclut.
Le lendemain, le soleil n'était pas au rendez-vous, seulement un ciel gris et bas qui semblait peser sur St. Mary Mead. Pourtant, le village bourdonnait d'animation, car chaque foyer avait sa version de la vérité, et chaque version s'amplifie d'heure en heure. Miss Marple, avec son air de douceur habituel, choisissait de faire sa tournée. Une visite par-ci, une pause par-là, juste le temps de recueillir un mot, un regard, une remarque pertinente. On parlait plus librement quand on croyait ne faire que bavarder, et on oubliait souvent avec quelle attention Miss Marple écoutait. Son premier arrêt fut le bureau de poste, où Miss Hartnell disait à haute voix à Miss Wetherby que Sylvia Ross était une femme au caractère douteux. Elle se prenait pour une dame de la ville, avec ses chapeaux fantaisie et ses airs, déclara mademoiselle Hartnell. Mais je remarquai bien vite qu'elle était trop amicale avec les hommes. Le laitier raconta qu'elle s'attardait à la porte le matin, bavardant comme si elle n'avait aucun souci au monde. Mademoiselle Wetherby hocha la tête avec empressement. Et n'oublions pas le maître d'école. Monsieur Harcourt fut vu plus d'une fois portant ses courses. C'était tout à fait inconvenant. Miss Marple attendit que Miss Hartnell s'arrête pour reprendre son souffle. Puis, avec un doux sourire, elle demanda « Madame Ross n'apporterait-elle pas des colis de Much Benham? Il serait plutôt naturel d'accepter de l'aide si le chargement était lourd. » Je me souviens de Madame Price Ridley elle-même s'appuyant sur le jeune Monsieur Tomkins lorsque son panier céda un été. Cette remarque fit visiblement rougir Mademoiselle Hartnell, et les rumeurs s'éteignirent un instant. Mademoiselle Marple les remercia chaleureusement pour ses lettres et passa à autre chose, les laissant réfléchir. Sa visite suivante fut au domicile de Madame Price Ridley elle-même, qui l'accueillit avec une grande agitation. J'ai dit à tout le monde, dès le début, Jane, que rien de bon ne sortirait de l'installation d'une femme comme Sylvia Ross ici. Croyez-moi, elle gardait ses secrets, et une femme qui a des secrets est toujours dangereuse. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement, tandis qu'elle était assise dans le salon, son tricot sorti de son sac. « Les secrets sont vraiment pesants, » dit-elle doucement. « Je me souviens d'une jeune servante qui avait caché ses fiançailles de peur que sa maîtresse ne la renvoie. La pauvre fille était si angoissée qu'elle s'évanouit à l'église un dimanche lors de la lecture inattendue des bans. On la croyait coupable d'un crime atroce, mais ce n'était que son petit secret qui pesait sur son cœur. Madame Price Ridley pinça les lèvres. Eh bien, les secrets de Sylvia n'étaient pas si innocents, j'ose le dire. Quelqu'un l'a vu rencontrer un inconnu près de la halte ferroviaire au crépuscule le mois dernier. Un homme, Jane, un inconnu. Miss Marple haussa les sourcils, mais garda une expression douce. C'était vraiment étrange, et pourtant, dans les villages, les étrangers se révèlent souvent être des cousins ou des amis de la famille. On aime tant amplifier l'insolite. La conversation s'éternisa, mais Miss Marple engloutit le morceau. Un inconnu à la halte ferroviaire, c'était nouveau. Cet après-midi-là, elle marchait dans le chemin qui longeait l'école. Monsieur Harcourt, le maître d'école, apparut juste à son passage et elle le salua chaleureusement. C'était un homme grand et mince, d'apparence érudite, mais son visage paraissait tendu et ses yeux cernés. « Bonjour, monsieur Harcourt, » dit-elle. « Quelle horreur, n'est-ce pas? Pauvre madame Ross, elle aimait beaucoup la musique, je crois. Je me souviens avoir entendu le piano chez elle le soir. » Harcourt hésita, puis hocha vivement la tête. « Oui, oui, elle aimait ça, mais je la connaissais à peine, Miss Marple, à peine. Seulement par politesse, vous comprenez? » Son ton était sec, sur la défensive. Miss Marple eut un petit rire léger. « Bien sûr, la politesse est si utile, n'est-ce pas? Elle explique si souvent les situations les plus étranges. On a tendance à mal comprendre, mais franchement, un gentleman ne peut pas laisser une dame porter de lourds colis sans faire de remarques. Ça me rappelle le jeune M. Fletcher,
qui a un jour aidé ma nièce à porter sa valise à Paddington. La moitié du train pensait qu'il s'enfuyait. » Ces taquineries douces ne firent pas sourire M. Harcourt. Au contraire, son expression se crispa, et il s'excusa précipitamment avant de disparaître dans l'école. Miss Marple continue sa marche, le visage serein, malgré un intérêt discret. Car la culpabilité, elle le savait, portait de nombreux mots, peur, déni, et l'attitude défensive de M. d'Harcourt était frappante. Le soir venu, le village était à nouveau animé par les rumeurs. Certains affirmaient que la police avait trouvé de nouvelles preuves contre M. Ross. D'autres jurent que l'inspecteur cherchait un bijou disparu, un bijou que Sylvia avait été vue porter, mais qui n'avait pas été retrouvé avec son corps. Miss Marple était assise près du feu, son tricot poussant régulièrement sous ses doigts. Le fil de soie cramoisi était caché dans son panier à ouvrage, son importance grandissant doucement. La sonnette retentit juste après le crépuscule. C'était le docteur Haydock, le visage grave. « Mademoiselle Marple, dit-il, il y a du nouveau. Pas un autre décès, Dieu merci, mais quelque chose a disparu de la maison des Ross, quelque chose qui pourrait indiquer un tout autre mobile. » Miss Marple leva les yeux, ses yeux brillants derrière ses lunettes. Elle posa lentement son tricot. Le village, pensait-elle, n'avait pas encore commencé à saisir l'ampleur de ce crime, et elle avait le net pressentiment que, bientôt, Mary Mead serait à nouveau secouée. La nouvelle apportée par le docteur Haydock ce soir-là se répandit rapidement à Mary Mead. Une broche délicate, sertie de petites perles, avait disparu du coffret à bijoux de Madame Ross. C'était un bijou qu'elle avait porté à l'église le dimanche précédent, et maintenant il avait disparu sans laisser de traces. L'inspecteur déclara que c'était soit le mobile du crime, soit la preuve que quelqu'un avait fouillé ses affaires par la suite. Miss Marple écoutait gravement les explications du docteur Haydock. La boîte était restée ouverte dans le tiroir de sa chambre. On pensa d'abord qu'elle l'avait peut-être égarée, mais sa femme de chambre insista sur le fait qu'elle la gardait toujours au même endroit. L'inspecteur pense maintenant qu'un vol pourrait en être la cause. « Voler est un mot bien commode, docteur, » répondit doucement Miss Marple. « Il peut recouvrir une multitude de péchés. Je me souviens d'une jeune femme de chambre qui avait volé le bracelet de sa maîtresse, non par manque d'argent, mais par méchanceté, car on l'avait grondée à propos du seau à charbon. » Le docteur Haydock sourit faiblement, mais son regard restait troublé. Quoi qu'il en soit, cela leur donne une raison supplémentaire de retenir M. Ross. Qui d'autre aurait la liberté de sa chambre? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle alluma une autre bûche dans le feu, regardant les étincelles jaillir. La liberté, oui. Mais les opportunités ne se limitent pas toujours à ceux qu'on imagine. Les portes ne sont pas toujours verrouillées, et les domestiques ne sont pas toujours attentifs. Le lendemain matin, la situation s'aggrava. Juste au moment où les cloches sonnèrent 10 heures, un cri retentit près de l'école. Les villageois sortent en courant, jupes retroussées et chapeaux de travers, pour découvrir M. Harcourt étendu au bord du chemin. Sa tête portait une blessure superficielle, saignant abondamment, et son vélo était renversé à côté de lui. « C'était un accident », a crié quelqu'un. « Il est tombé. » Mais d'autres murmuraient, désignant la lourde branche qui gisait près de lui, à moitié cachée dans le fossé. Elle semblait trop grosse, trop délibérée pour être tombée par hasard. Le docteur Haydock arrive rapidement, appelé par un garçon de course essoufflé. Il se pencha sur l'instituteur, examinant la coupure. « Pas fatal, Dieu merci, déclaratif. Un coup oblique. Mais je ne dirais pas que c'était accidentel. Cette branche semble avoir été placée. » Un murmure parcourt la foule. D'abord le meurtre de Madame Ross, maintenant ceci. Mary Mead tremblait d'excitation et de peur. Miss Marple se tenait au bord du précipice, sa petite silhouette à peine visible au milieu des villageois qui se bousculaient. Son regard allait de M. Harcourt,
pâle et hébété, alors qu'on le portait dans l'école, au visage qui l'entourait. Elle remarqua la façon dont Madame Price Ridley se signait théâtralement, les murmures véhéments de Mademoiselle Hartnell à sa voisine et l'expression de M. Ross, libéré sous caution le matin même, qui semblait rongé par quelque chose qui n'était pas de la culpabilité, mais une véritable confusion. L'inspecteur arrive peu après, le visage sévère. Il interrogea l'assistance d'une voix aigre. « Qui a vu ce qui s'est passé? Quelqu'un a-t-il remarqué une personne tapie près de la haie? » Personne ne parla. Ou plutôt, personne n'avoua avoir vu autre chose qu'une image floue, un bruit, une ombre. L'inspecteur fronça les sourcils, marmonnant à propos des villageois qui préféraient les ragots aux faits. Miss Marple, quant à elle, se pencha discrètement pour observer le vélo tombé. Son regard perçant s'attarda sur les rayons de la roue, où une légère tache cramoisie accrochait la lumière. Pas du sang frais, mais plutôt de la soie, effilochée et déchirée, accrochée et tordue. Elle prit une inspiration, son esprit se souvenant aussitôt du fragment qu'elle avait glissé dans son mouchoir quelques jours auparavant. Elle ne dit rien, se contentant de redresser son bonnet et de joindre les mains calmement. Mais ses pensées allaient bon train. Par 2 fois, la soie était apparue là où la violence avait frappé. Ce soir-là, le village était plus agité que jamais. Madame Hartnell affirmait à qui voulait l'entendre que l'agression contre M. Harcourt prouvait la culpabilité de M. Ross, qui tentait de faire taire l'homme qui en savait trop, s'écria-t-elle. D'autres affirment qu'il s'agissait d'un étranger, d'une silhouette tapie dans les parages, déterminée à semer la terreur parmi eux. Miss Marple, de nouveau assise près de son foyer, écoutait le murmure lointain des spéculations. Ses aiguilles, à tricoter, cliquaient à un rythme régulier, le fil cramoisi restant intact à côté d'elle. Elle repensait aux manières évasives de M. d'Harcourt, à la broche manquante, au peigne ensanglanté, et maintenant à cette curieuse seconde agression. La nature humaine, pensait-elle, était toujours un écheveau emmêlé. Et comme pour son tricot, un simple coup tiré sur le mauvais fil pouvait défaire le motif. Dehors, le vent se levait, faisant claquer les volets et emportant avec lui les voix agitées d'un village pris entre la peur et la fascination. Et Miss Marple, les yeux brillants derrière ses lunettes, savait avec une certitude tranquille que l'histoire était loin d'être terminée. Après l'agression de M. Harcourt, l'inspecteur Crail redoubla d'efforts. Il alla de maison en maison, son pas lourd résonnant dans les cuisines et les salons, ses questions directes et souvent maladroites. Pourtant, plus il insistait, moins il semblait découvrir. Les villageois devinrent méfiants, leur bavardage devenant circonspect. La suspicion épaississait l'air comme un brouillard. Miss Marple, cependant, préférait une méthode plus douce. Elle ne convoque pas les personnes qu'elle visitait, et lorsqu'elle les rencontrait, elle ne posait jamais ses questions à la manière de l'inspecteur, mais avec sa douceur et ses déambulations, racontant des anecdotes sur la vie du village qui semblait sans lendemain, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'arrêter. Son premier arrêt fut l'école, où M. Harcourt, pâle et bandé, se reposait sur une chaise près du feu. Ses élèves avaient été congédiés pour la semaine, le laissant seul dans ses salles tranquilles. « Vous avez eu de la chance de ne pas être plus gravement blessé », remarqua Miss Marple en ajustant ses lunettes, assise en face de lui. « Cela me rappelle un peu le pauvre M. Foster, qui tomba un jour de son échelle en nettoyant les caniveaux. Il se croyait grièvement blessé, mais il ne s'agissait en réalité que de contusion. Et pourtant, il disait toujours que la peur était pire que la chute. » Harcourt esquissa un faible sourire. « Oui, eh bien, je ne peux pas dire que j'ai été réconforté de me retrouver face à une branche qui a failli me faire perdre connaissance. Mais bon, je ne dois pas me plaindre. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie. « Bien sûr que non, même si cela peut susciter des interrogations, n'est-ce pas? Qui voudrait faire du mal à un instituteur si utile aux enfants du village?
à moins, bien sûr, que l'affaire ne concerne pas du tout votre profession. » Harcourt se tortilla, mal à l'aise. « Je n'ai pas d'ennemis ici, Miss Marple. Ma vie est tout à fait ordinaire. Je lis, j'enseigne, je reste discret. Si Sylvia Ross échangeait parfois quelques mots avec moi, ce n'était rien du tout. Les mots furent prononcés trop vite, trop fermement. Miss Marple n'insista pas davantage. Elle se contenta d'un sourire bienveillant, le laissant dans son silence. Ça. Visite suivante eut lieu au cottage des Ross, où M. Ross était assis, raide, dans le salon, toujours sous la surveillance de l'inspecteur. Il paraissait plus maigre que jamais, les mains crispées sur l'accoudoir de son fauteuil. « Quel terrible fardeau pèse sur vous, » dit doucement Miss Marple, comme si elle s'adressait à un veuf en deuil plutôt qu'à un suspect. « Je me souviens d'un homme de Gillingham qui a perdu sa femme subitement dans un accident de cheval, le pauvre. On murmurait des choses cruelles, et bien qu'il fût parfaitement innocent, le soupçon a failli le briser. Parfois, la cruauté des ragots peut être pire que la tragédie elle-même. » Les épaules de Ross s'affaissèrent. « C'est exactement ça, Miss Marple. Ils m'ont tous déjà condamné. J'aimais Sylvia, à ma façon. Oui, nous nous sommes disputés. Mais qui ne l'aime pas? Elle était pleine de fougue, parfois difficile, mais je ne lui ai jamais voulu de mal. » Miss Marple l'observait d'un regard calme. Le deuil se manifeste de manière si différente, n'est-ce pas? Certains pleurent, d'autres se taisent. Ce n'est pas toujours facile à comprendre pour les voisins. Mais dites-moi, Sylvia a-t-elle déjà mentionné avoir égaré sa broche de perles? Ross parut surpris. La broche? Non, elle la gardait précieusement. Elle avait dit un jour que c'était la seule chose à laquelle elle tenait vraiment, un cadeau de sa marraine. Si elle a disparu, c'est que quelqu'un l'a prise. Et ce n'était pas moi. Miss Marple laissa le silence s'éterniser avant de lui tapoter gentiment la main. Elle ne dit pas qu'elle le croyait, ni qu'elle ne le croyait pas. Mais elle avait entendu dire que Sylvia Ross chérissait cette broche par-dessus tout. Un motif, peut-être, pour quelqu'un qui la convoitait. Cet après-midi-là, Miss Marple se promena jusqu'au Green, où Madame Hartnell et Madame Price Ridley étaient perchées comme deux pies sur un banc, observant le village défiler. Elles la saluèrent avec empressement, toutes deux impatientes d'être les premières à lui communiquer les dernières nouvelles. « L'inspecteur dit que Ross sera sûrement pendu, » annonça Madame Hartnell avec une satisfaction sombre. « Entre nous, » ajouta Madame Price Ridley en se penchant, « j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de sournois chez le maître d'école. Des hommes qui vivent seuls, avec des livres et sans famille, jamais naturels. » Miss Marple ricana légèrement, ses aiguilles à tricoter cliquetant sur ses genoux. « Ah, mais la solitude ne mène pas toujours à la méchanceté. Parfois, elle ne fait que rendre mal à l'aise. J'ai connu un curé qui parlait si peu que la congrégation le croyait coupable de toutes sortes de péchés. Mais il s'avéra qu'il souffrait simplement d'un épouvantable bégaiement. Les dames échangèrent des regards hésitants. Miss Marple insista doucement. Pourtant, il est curieux, n'est-ce pas, que quelqu'un s'en prenne à Monsieur Harcourt maintenant, à moins, bien sûr, qu'il ait vu quelque chose cette nuit-là qu'il n'ait pas avoué. Leurs visages s'illuminèrent d'excitation à cette idée. Madame Hartnell murmura. Peut-être savait-il qui Sylvia rencontrait. Ce mot qu'ils ont trouvé. Et si c'était lui? Miss Marple se contenta de sourire, bien que son esprit fût rongé par l'intérêt. Un mot, un peigne, une broche manquante, un fil de soie cramoisi. Un à un, les éléments s'assemblèrent dans ses pensées, formant un motif encore flou. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'arrêta devant le portail de son jardin. De l'autre côté du chemin, une silhouette se glissa rapidement dans l'ombre, quelqu'un pressé,
évitant la lumière des lampadaires. Miss Marple remarqua la silhouette nette de chaussures à la mode, le claquement d'un talon sur les pavés. Elle resta immobile, les yeux plissés derrière ses lunettes. La nature humaine, songeait-elle, ne pouvait s'empêcher de se révéler dans les plus petits gestes. Et bientôt, elle tirerait sur le bon fil et tous les chevaux se dénouera. C'est Miss Marple qui suggéra, avec une grande douceur, que le village pourrait peut-être bénéficier d'une réunion au presbytère. « Nous sommes tous si perturbés, » dit-elle à Madame Clément d'une voix douce comme un murmure de dentelle. « Cela apporterait peut-être un peu de réconfort si tout le monde pouvait se réunir pour partager ce qu'on sait. Et après tout, l'inspecteur Cray souhaiterait sans doute entendre les villageois parler franchement. » Madame Clément, reconnaissante de ses conseils, accepta aussitôt. Ainsi, le lendemain soir, la salle était pleine. Des lampes brillaient chaudement sur le bois sombre, projetant de longues ombres sur des visages inquiets. Tous les personnages importants de l'affaire étaient présents. M. Ross, pâle et maussade, M. Harcourt, bandé, s'agitant mal à l'aise sur sa chaise, Mmes Hartnell et Price Ridley, hérissées par l'émotion du scandale, et même la jeune mademoiselle Wetherby, impatiente d'ajouter sa voix. L'inspecteur Crail se tenait devant, les bras croisés, l'air brusque. « Je ne perdrai pas de temps, » annonça-t-il. « Une femme gît morte, et son mari reste le principal suspect. Pourtant, tant que je n'aurai pas toute la vérité, je ne me reposerai pas. Vous faites tous partie de ce village. Quelqu'un ici en sait plus qu'ils ne l'ont dit. » Les murmures s'intensifièrent. Madame Hartnell se pencha vers son voisin et siffla. « Regarde-le !» La culpabilité était écrite en plein jour. Elle parlait de M. Ross, assis, raide et silencieux, les yeux rivés au sol. Mais Miss Marple, assise tranquillement au deuxième rang, remarqua d'autres choses. La façon dont la main de M. Harcourt tremblait à l'évocation du peigne en argent. La façon dont Mme Price Ridley évita de regarder Mme Clément quand la broche disparue fut soulevée. La façon dont M. Ross, bien que silencieux, serrait les poings, non pas de colère, mais de désespoir. « J'aimerais, » dit Miss Marple de sa voix douce, en se levant avec un léger hochement de tête, « poser juste une ou deux petites questions. Rien d'officiel, bien sûr, inspecteur, mais peut-être éclairant. » L'inspecteur, qui avait appris à se méfier de son apparente douceur, hocha la tête à contre-cœur. Miss Marple se tourne d'abord vers M. Ross. « Vous avez dit un jour, monsieur, que Sylvia tenait beaucoup à sa broche en perles. Vous souvenez-vous si elle la portait la nuit où elle a disparu dans le verger ?» Ross leva la tête. « Oui. Elle l'avait accrochée à son col avant le dîner. Je m'en souviens très bien. Elle disait que ça lui donnait confiance. Cela fait sensation. » Madame Hartnell haleta. « Mais on ne l'avait pas trouvée chez elle. » Le regard de Miss Marple se porta sur M. Harcourt. « Et vous, Monsieur Harcourt, vous l'avez vu ce soir-là? Passant dans la ruelle, peut-être ?» Son visage devient rouge. « Je ne l'ai pas fait. J'avais déjà dit à l'inspecteur que je n'avais rien à voir avec elle. Elle m'a peut-être salué une ou deux fois, mais rien de plus. » Les mots arrivèrent trop vite, et son regard se porta vers la porte, comme s'il mesurait sa fuite. Miss Marple, imperturbable, se tourna vers Mme Price Ridley. « Et vous, ma chère, vous m'avez dit un jour que des inconnus avaient été aperçus près de la halte ferroviaire. C'était peut-être la semaine même où Mme Ross avait visité Much Benham. » Mme Price Ridley, prise au dépourvu, fouilla dans son sac à main. « Bon, j'ai peut-être dit quelque chose de ce genre, mais les ragots vont si vite que je ne m'en souviens plus précisément. » L'inspecteur la fusilla du regard, mais Miss Marple hocha simplement la tête d'un ton doux. « Effectivement, les ragots circulent vite, même s'ils arrivent rarement intacts. Il faut être prudent, je pense, quant à la confiance qu'on leur accorde. » La pièce était devenue silencieuse. Même les commères retenaient leur souffle, observant la vieille dame avec son sac à tricoter
immobile, le regard perçant comme celui d'un faucon. Miss Marple sourit, comme pour apaiser la tension. « Bien sûr, je ne suis qu'une vieille femme. Je ne connais pas grand-chose aux affaires policières, mais j'ai toujours remarqué que les gens en disent souvent plus qu'ils ne pensent en dire le moins. » Son regard parcourut lentement la pièce, et dans ce silence, la nervosité trahit son anxiété. Madame Hartnell jouait avec son mouchoir. Monsieur Ross prit une longue inspiration, lasse. Monsieur Harcourt agrippa les accoudoirs de son fauteuil jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. L'inspecteur s'avança. « Ça suffit. Ce n'est pas un jeu de société. La justice trouvera la vérité. » Mais les paroles de Miss Marple persistaient comme de la fumée dans le couloir, subtiles mais inévitables. Elle avait semé des graines et elle les voyait déjà prendre racine dans les esprits coupables. Tandis que les villageois s'enfonçaient dans la nuit, leurs murmures plus aigus que jamais, Miss Marple rentra chez elle à pas lents. Elle n'avait pas encore démasqué le coupable, mais elle avait remué l'eau, et les ondulations révéleraient bientôt ce qui se cachait en dessous. Et tandis qu'elle refermait son portail derrière elle, elle pensa à la soie cramoisie encore cachée dans son panier. L'indice demeurait, attendant le bon moment. Ce moment, sentait-elle, était très proche. Le lendemain soir, l'inspecteur retourna au presbytère. Il avait l'intention, disait-il, de régler l'affaire une fois pour toutes. Mais ce fut Miss Marple qui suggéra discrètement que tous les principaux intéressés soient à nouveau présents. « Parfois, murmura-t-elle, la vérité n'éclate que lorsque les gens se retrouvent. » Ils rassemblèrent donc M. Ross, le regard creux mais provocateur, M. Harcourt, pâle sous ses bandages, Mme Hartnell et Price Ridley, avides de scandale, et Mme Clement, inquiète, se tordant les mains dans le dos. L'atmosphère était chargée d'inquiétude. L'inspecteur Crail ouvrit vivement la porte. « Nous avons examiné chaque détail. Mme Ross a été retrouvée morte, son peigne à proximité, sa broche manquante. Un vol, peut-être, mais les querelles entre mari et femme sont bien connues. À moins que quelqu'un n'ait quelque chose de nouveau à proposer, je ne vois aucune raison de ne pas agir en fonction de cette conclusion évidente. » À ces mots, Miss Marple se leva. Son sac à tricot pendait à son bras, toujours aussi doux. « Pardonnez-moi, inspecteur, je ne suis qu'une vieille femme, mais parfois on remarque des détails qui peuvent paraître insignifiants. » L'inspecteur, bien qu'impatient, lui fit signe à contre-cœur de continuer. Miss Marple se tourna d'abord vers le groupe. Un peigne en argent, ensanglanté, fut retrouvé près du corps. Je ne pus m'empêcher de me demander comment il était tombé. Ces peignes sont serrés et difficiles à perdre, à moins qu'il n'ait été arraché, peut-être, par colère. Elle laissa les mots reposer, regardant les visages changer. Et puis il y a la broche, poursuivit-elle doucement. Une broche en perles, précieuse pour Madame Ross. Elle la portait le soir même, son mari s'en souvient parfaitement. Pourtant, lorsque son corps a été retrouvé, il avait disparu. L'inspecteur parle de vol, mais j'ai pensé à autre chose. Parfois, on prend non pas par l'argent, mais par méchanceté. Retirer ce qu'une femme chérit le plus est une cruauté personnelle. Le silence devint tendu. Et puis, dit Miss Marple en fouillant dans son mouchoir, il y avait ceci. Elle brandit le morceau de soie cramoisie. Des cris de surprise parcoururent le couloir. Je l'ai trouvé coincé dans la haie près de l'endroit où Madame Ross gisait. Non pas à cause de ses vêtements, elle ne portait pas de soie ce soir-là, mais une autre, si, d'une nuance cramoisie des plus saisissantes. Et de nouveau, lorsque M. Harcourt fut attaqué, un lambeau de la même soie se retrouva coincé dans la roue de sa bicyclette. M. Harcourt se redressa brusquement, son visage pâlissant encore plus. Les yeux de Miss Marple, brillant derrière ses lunettes, se tournèrent vers lui. « On vous avait vu plus d'une fois avec Madame Ross. Au début, vous avez appelé cela de la politesse, mais il y en avait plus. Elle s'était confiée à vous, n'est-ce pas? Et vous vous êtes cru amoureux.
Mais lorsqu'elle riait, lorsqu'elle jouait avec votre attention, vous deveniez rancunier. Lorsqu'elle vous avait rencontré ce soir-là dans le verger, vous aviez insisté. Et lorsqu'elle avait refusé, peut-être par moquerie, vous aviez abandonné. « Non !» s'écria Harcourt d'une voix rauque. « Ce n'est pas vrai. Elle m'a mené en bateau, certes, mais je n'ai pas arrêté, supportant le poids de tous les regards braqués sur lui. Sa main s'agrippait à son bandage comme s'il l'étouffait. La voix de Miss Marple reste calme, presque tendue. Vous avez frappé par colère, non par préméditation. C'est pourquoi le peigne est tombé, arraché dans la lutte. C'est pourquoi la broche a disparu. Elle n'a pas été volée par appât du gain, mais par dépit, pour la dépouiller de son ornement le plus cher. Mais le dépit n'est pas une protection, monsieur Harcourt. La vérité laisse des fils, comme cette soie, partout où elle passe. L'inspecteur s'avança, la voix dure. « Vous admettez l'avoir rencontrée? Que vous vous êtes disputé ?» Harcourt perd son sang-froid. Sa voix se brisa, rauque de désespoir. Elle rit. « Mémoire, et j'ai dit que je n'étais qu'un ennuyeux instituteur de village. Je voulais seulement la faire taire. Je ne voulais pas. » Il se laissa retomber sur sa chaise, tremblant, son déni se dévoilant sous les yeux du village. La salle s'emplit de halètements et de murmures. Madame Hartnell se tenait la poitrine, Madame Price Ridley murmurait des prières, et M. Ross enfouissait son visage dans ses mains. Miss Marple, sereine, replia le mouchoir et le remit dans son sac. « C'est triste, dit-elle doucement, comme la vanité mène souvent à la tragédie. On le voit dans les villages comme dans les grandes villes. Les gens ne sont pas si différents, après tout. » Et sur ce, elle s'assit, ses aiguilles claquant à nouveau comme si l'affaire était terminée, car c'était bel et bien le cas. La confession de M. Harcourt se répandit à Saint Mary Mead plus vite que le son des cloches de l'église. Le lendemain matin, chaque chaumière, chaque boutique et chaque salon résonnait du même refrain feutré que celui du maître d'école. Ces mots étaient à la fois empreints de satisfaction et de tristesse, car ce n'était pas tous les jours qu'un homme aussi fiable et aussi familier était démasqué comme un meurtrier. Au salon de thé Blue Boar, les commères reprennent une énergie renouvelée. Madame Hartnell tapota sa cuillère contre sa soucoupe d'un air justifié. « J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui, un homme qui vit seul, le nez toujours plongé dans les livres, c'est anormal. » Madame Price Ridley, cependant, poussa un soupir dramatique. « Quelle horreur! Il semblait si inoffensif. Mais on ne sait jamais, n'est-ce pas? Mes pauvres nerfs n'étaient plus les mêmes depuis la nuit où Sylvia Ross avait été retrouvée. » Mademoiselle Weatherby se pencha avec empressement. « On dit qu'il a tout avoué, comme elle s'est moquée de lui, comme son orgueil a été blessé. Imaginez, tout ça par vanité. » Le bavardage s'éleva, se répandant dans la rue, jusqu'à ce que même le laitier et le facteur se mettent à raconter l'histoire lors de leur tournée. Le village prospéra grâce à cette histoire, l'enjoliveur jusqu'à ce qu'elle devienne bien plus grandiose que la vérité. Mais Miss Marple, assise tranquillement à sa fenêtre, écoutait d'une oreille différente. Elle avait déjà vu comment un crime, une fois résolu, devenait moins un sujet de chagrin qu'un divertissement. Les gens prenaient plaisir à le raconter comme s'ils avaient été présents à chaque instant crucial. La nature humaine, songea-t-elle, préférait les fins nettes, même lorsque la réalité était rocailleuse. Plus tard dans la semaine, l'inspecteur Cray lui rendit visite à son cottage. Il se tenait dans son petit salon bien rangé, faisant passer maladroitement son chapeau d'une main à l'autre. « Eh bien, Miss Marple, je dois l'admettre, c'est ton observation de ce fil de soie qui a révélé la vérité. Sans lui, j'ose dire que nous en serions encore à la recherche d'ombre. » Miss Marple sourit gentiment, ses aiguilles à tricoter cliquetant. « Oh, inspecteur, vous m'accordez trop de crédit.
Je n'ai vécu que suffisamment longtemps pour observer le comportement des gens. On voit des schémas, vous savez, et ils se répètent de façon surprenante. » Crail eut un rire bourru. « Des schémas, hein? Je m'en souviendrai. Quoi qu'il en soit, Harcourt sera jugé. Il n'y a plus grand-chose à faire. » Après son départ, Miss Marple retourna à son tricot, ses pensées tournées vers l'introspection. Pauvre Sylvia Ross, si vive et si insouciante dans ses affections. Pauvre M. Harcourt, aveuglé par la vanité et le ressentiment, jusqu'à ce qu'un instant de colère détruise 2 vies. C'était une tragédie, mais pas une tragédie inhabituelle. Miss Marple savait que la folie humaine était éternelle. Le village, cependant, changea rapidement de direction. En moins de 15 jours, le cottage des Ross était fermé, ses fenêtres étaient plongées dans l'obscurité. M. Ross, incapable de supporter les murmures, était allé loger chez un parent dans le Devon. L'école fut fermée jusqu'à ce qu'un nouveau maître soit trouvé, et les enfants prenaient leurs cours dans la salle paroissiale. Pourtant, la vie quotidienne reprend son cours. Le boulanger vendait ses pains, la postière pesait ses colis, le vicaire prêchait ses sermons, et les commères continuaient à alimenter leur conversation, même si elles se jetaient désormais souvent des regards inquiets, comme si elles se demandaient quels secrets leurs voisins pouvaient encore cacher. Un après-midi, Madame Clément vint s'asseoir avec Miss Marple dans le jardin. Les roses avaient presque fini de fleurir, leurs pétales éparpillés sur l'herbe tels des confettis fanés. « Je ne peux m'empêcher de penser à Sylvia, » dit doucement Madame Clément. Elle était stupide, certes, mais elle ne méritait pas une telle fin. Et Harcourt, il était toujours si réservé. Je n'aurais jamais imaginé une telle violence chez lui. Miss Marple hocha doucement la tête. « Ce sont souvent ceux qui paraissent les plus ordinaires, ma chère, qui portent le plus lourd fardeau d'orgueil ou de déception. Il ne faut jamais oublier, même dans un village tranquille, que la nature humaine est capable de bonté comme de cruauté. » Madame Clément soupira en observant les abeilles parmi la lavande. « J'espère que le village retrouvera la paix. »« La paix reviendra, » dit calmement Miss Marple, « mais peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Les souvenirs persistent, même quand les langues se lassent de les raconter. Mais la paix vient avec le temps. Ce soir-là, tandis que les lampadaires s'allument de l'autre côté de la rue principale, Miss Marple était assise près du feu, son tricot sur les genoux. Dehors, les voix des enfants résonnaient dans le crépuscule, leur rire chassant les dernières ombres de la peur. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Malgré toute la tragédie, la vie a continué. Et même si la faiblesse humaine sèmerait toujours le trouble à sein. Mary Mead, elle ressentait une tranquille assurance, lorsque la nuit reviendrait, qu'elle veillerait. Toujours à surveiller. Bien que sain, Mary Mead ait lentement retrouvé son rythme habituel, les répercussions du meurtre de Sylvia Ross se sont fait sentir bien au-delà de ses haies. La nouvelle du procès à venir a rempli les colonnes du journal du comté. Le nom de M. Harcourt, autrefois simple instituteur du village, apparaît désormais en gras, son visage décrit avec des détails peu flatteurs. Ceux qui ne l'avaient jamais regardé le connaissaient désormais comme l'homme jaloux dont l'orgueil a mené à la tragédie. M. Ross, quant à lui, avait quitté le cottage quelques jours après les aveux. On ne l'avait vu qu'une seule fois, montant dans le train matinal avec une simple valise et le bord de son chapeau baissé. Certains disaient qu'il partait pour le Devon, où un cousin lui avait offert un lieu de convalescence. D'autres murmuraient qu'il avait quitté l'Angleterre, incapable de supporter le poids des ragots. Quoi qu'il en soit, la petite maison où lui et Sylvia avaient vécu était fermée et silencieuse, son jardin commençant déjà à être sauvage. Au salon de thé du Sanglier Bleu, les villageois continuaient à ressasser les détails. Madame Hartnell déclarait s'être toujours méfiée d'Harcourt. Mademoiselle Wetherby racontait à qui voulait l'entendre qu'elle avait prédit des troubles des semaines auparavant.
et Madame Price Ridley, avec une gravité solennelle, déclarait que, même si justice avait été rendue, elle ne se sentirait plus jamais en sécurité seule dans son jardin après la tombée de la nuit. Mais loin des ragots avides, une histoire plus calme se déroulait. La servante de Sylvia Ross, une jeune fille timide de 19 ans, pleura amèrement lorsqu'on lui annonça qu'elle devait quitter le cottage. Elle pouvait être acerbe, certes, dit-elle à Madame Clément, mais elle était aussi gentille, à sa manière. Elle m'avait donné l'écharpe bleue que je portais l'hiver dernier. Elle disait qu'elle ne lui allait pas, mais elle m'allait bien. Il y avait du chagrin dans la voix de la servante, un chagrin que les ragots ne parvenaient pas à effacer. Miss Marple, apprenant cela, ressentit un pincement de compassion. Malgré toute sa vanité et sa bêtise, Sylvia Ross était jeune, dynamique, pleine de vie, et désormais, on se souvenait d'elle, davantage pour ses scandales que pour sa gentillesse. C'était souvent, pensa Miss Marple, le plus triste sort qui soit. Une semaine plus tard, le docteur Haydock rend visite à Mademoiselle Marple, apportant le journal du comté. Il le posa sur sa table et tapota le titre du doigt. Harcourt fut jugé aux assises, il lut à voix haute. Ils ne tarderont pas. Les preuves sont suffisamment claires. Fils de soie, broche manquante, ses propres mots, ouverts et fermés. Miss Marple lui sert du thé, l'air pensif. Oui, je suppose que c'est clair. Et pourtant, docteur, il ne faut jamais oublier que les affaires simples commencent rarement ainsi. Elles ne paraissent simples qu'après coup. Sur le moment, tout le monde était confus. Le docteur Haydock gloussa. « Vous avez le don d'aller droit au but, Miss Marple. J'espère que l'inspecteur appréciera. » Miss Marple secoua doucement la tête. L'inspecteur retournera à ses occupations et le village trouvera une autre histoire pour s'amuser. Mais les gens vraiment touchés, M. Ross, la servante, même le pauvre Harcourt, ne s'en remettront pas aussi facilement. Il n'est pas dans la nature humaine d'oublier la douleur si vite. Alors que l'été laissait place à l'automne, les soirées devenaient plus fraîches. Les villageois mettent leur jardin au repos, récoltent les pommes et se préparent pour l'hiver. Pourtant, çà et là, des traces de la récente tragédie persistaient. Les enfants, passant devant l'école, pointent nerveusement du doigt les volets clos. Les jeunes épouses seraient plus fortes avec leur châle en rentrant chez elles après le crépuscule. Et à la halte ferroviaire, où Sylvia avait été aperçue un jour avec un mystérieux visiteur, plus personne ne s'attardait. Miss Marple continuait comme toujours, ses aiguilles à tricoter cliquettes, son jardin entretenu avec patience. Pourtant, en passant devant le cottage des Ross, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil aux rosiers envahissants, se souvenant du rire éclatant de Sylvia et de la vanité qui l'avait conduite au danger. La vanité, l'orgueil, produisent de si petites graines, et pourtant elles portent des fruits si vénéneux. Un soir, Madame Clément la rejoignit pour le thé, le visage encore marqué par la tension liée à l'enquête. « Pensez-vous, Miss Marple, que le village retrouvera un jour son aspect d'antan ?» Miss Marple esquissa un léger sourire. « Oh, ce sera le cas. Les villages sont très résilients. On recommencera bientôt à parler du temps, de l'état des sermons du pasteur et de qui aura les meilleures groseilles à la fête. Mais là-dessous, ma chère, il restera une ombre. On ne regardera jamais l'école, ni le cottage des Ross, sans s'en souvenir. Et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Cela nous rappelle que la méchanceté peut vivre même dans les endroits les plus calmes. » Madame Clément soupira en remuant son thé. « Je suppose que vous avez raison, mais je prie pour qu'une telle méchanceté ne nous revienne plus. » Les yeux de Miss Marple pétillaient faiblement derrière ses lunettes. Il faut toujours prier pour la paix, mais il ne faut jamais oublier que les gens, étant ce qu'ils sont, ne peuvent s'empêcher d'emporter leur fragilité avec eux partout où ils vont. L'horloge sonna doucement, et Miss Marple reprit son tricot, la lumière du feu dansant sur ses aiguilles. Dehors, le village s'installe dans le calme du soir, mais sous ce silence persistant les échos de l'orgueil,
de la vanité et de la folie, les échos de l'énigme du peigne d'argent. 15 jours après l'ouverture du procès, saint. Mary Mead affichait une attitude calme et résolue. Les bavardages s'étaient calmés, mais pas totalement. L'histoire de la mort tragique de Sylvia Ross était désormais ancrée dans la mémoire du village, devenant l'une de ces histoires racontées à voix basse autour d'une tasse de thé ou devant les portes des jardins, destinées à perdurer longtemps après la disparition des principaux protagonistes. Miss Marple, quant à elle, menait des journées aussi régulières que jamais. Elle soignait ses rosiers, rendait visite à ses proches et tricotait avec assiduité comme si ses aiguilles pouvaient recoller les fils effilochés de la communauté. Pourtant, même dans son calme, la pensée du peigne d'argent lui revenait sans cesse. Un après-midi, Madame Clément est venue vous rendre visite, apportant un petit paquet emballé dans du papier kraft. L'inspecteur vous a demandé si vous souhaitiez la voir, ce qu'elle a expliqué avec hésitation. C'est le peigne. Il a pensé que vous aviez peut-être mérité ce droit, puisque c'est votre observation qui a déclenché le dénouement. Miss Marple ouvrit le paquet avec une délicatesse méticuleuse. Le peigne reposait dans un mouchoir en papier, ses dents luisant faiblement, bien qu'une légère décoloration, entachant un bord autrefois taché de sang. Pendant un instant, elle resta silencieuse, se contentant de l'étudier en silence. « Cela a l'air si innocent, » murmura Madame Clément. « Les choses innocentes le sont souvent, » répondit doucement Miss Marple. « J'ai toujours pensé que les objets portaient en eux une sorte de reflet de leur propriétaire. Ce peigne, si soigneusement choisi, si fièrement porté, exprimait la vanité de Sylvia et son désir d'être admirée, un désir tout naturel, mais qui lui conférait à la fois charme et danger. » Madame Clément fronça les sourcils, et ce fut l'instrument de sa perte. « Pas le peigne, ma chère, » corrigea doucement Miss Marple. « Le peigne n'est qu'un symbole. C'est la faiblesse humaine qui a détruit la fierté de M. Harcourt, les encouragements insouciants de Sylvia, la propension du village à commettre des ragots. Le peigne était là, par hasard, au moment où toutes ces faiblesses se sont heurtées. Après le départ de Madame Clément, Mademoiselle Marple remit le peigne dans son emballage et le mit de côté. Elle ne souhaitait pas le garder. Certains souvenirs valaient mieux être remis aux autorités. Mais elle resta un long moment assise près du feu, à réfléchir. Dans sa jeunesse, elle avait connu une femme qui portait une broche en forme d'hirondelle. Chaque fois qu'elle la portait, elle parlait avec une splendeur qui semblait provenir du bijou lui-même. Lorsque la broche était perdue, la femme semblait s'effacer, comme privée de sa confiance en elle. Miss Marple ne l'avait jamais oubliée. Les gens, elle le savait, s'investissent tant dans les petits bibelots qu'ils chérissent. Plus tard, elle traversa le village. Le cottage des Ross était immobile, vide, volet clos, des roses s'étalant sans ménagement sur le portail. L'école restait silencieuse, bien que les enfants jouassent à proximité, leurs rires hésitants mais de plus en plus forts. La vie reprenait, morceau par morceau, même si chaque endroit portait les traces du passé. Au salon de thé, les commères avaient trouvé de nouveaux sujets de conversation. Le prix du beurre, la santé du neveu de Madame Price Ridley, la rumeur selon laquelle la compagnie ferroviaire pourrait modifier ses horaires. Pourtant, tandis qu'elles parlaient, Miss Marple surprit une lueur dans leurs yeux lorsqu'elles évoquèrent Sylvia Ross. Une ombre, faible mais persistante, subsistait. Ce soir-là, Miss Marple écrivit une lettre à son neveu Raymond, qui aimait toujours entendre parler des événements du village. Elle lui parla du peigne en argent, du fil de soie, de la broche disparue et de la tragédie de l'orgueil. Elle termina par une phrase qui le fit sourire. « Les gens sont partout pareils, ma chère, que ce soit à Londres ou à Saint. Mary Mead. La vanité est dangereuse,
et elle nous aveugle souvent sur la vérité qui se présente à nous. Pliant soigneusement la lettre, elle la posa sur son bureau. Puis elle retourna s'asseoir près du feu et reprit son tricot. Le peigne, de nouveau enveloppé dans son papier kraft, reposait sur la table à côté d'elle, luisant faiblement à la lumière de la lampe. Dehors, le village était silencieux, les premières étoiles perçant le ciel du soir. Les enfants dormaient, les chaumières brillaient d'une douce lumière et la cloche de l'église marquait l'heure. Les aiguilles de Miss Marple claquaient sans interruption, son regard était calme, son esprit songeur. Un autre mystère était résolu, une autre vérité révélée. Pourtant, elle savait, comme toujours, que la fragilité humaine apporterait avec le temps d'autres énigmes. Et lorsque cela arriverait, elle serait prête, patiente, observatrice, armée seulement de son tricot et de sa connaissance de la nature humaine. Car dans chaque village, aussi paisible soit-il, la vanité, l'orgueil et la folie persistaient juste sous la surface, attendant d'être découverts, comme l'éclat d'un peigne d'argent dans l'herbe. L'automne s'était intensifié à St. Mary Mead. Les haies resplendissaient de baies et les soirées tombaient chaque jour plus tôt. Bien que le meurtre de Sylvia Ross fût déjà révolu depuis plusieurs semaines, son ombre persistait encore faiblement, tel l'écho d'une cloche qui sonne longtemps après que son son se soit éteint. Miss Marple le remarqua par petites touches. Les villageois, si avides de commérage au début, parlaient moins maintenant, baissant la voix dès que son nom était prononcé. Les enfants n'osaient de plus s'attarder près du cottage des Ross, qui restait fermé et silencieux. L'école était toujours vide, les volets clos, et les enfants jouaient désormais dans le cimetière, comme si la simple vue du bâtiment leur inspirait un certain malaise. Pourtant, comme Miss Marple le savait bien, la vie était irrépressible. Les pains du boulanger étaient encore épuisés à midi, le facteur sifflait toujours pendant sa tournée, et les sermons du pasteur étaient encore débattus aux tables du dimanche midi. La vie quotidienne reprend son cours, rétablie par la main ferme de l'habitude. Un après-midi, Miss Marple traversa lentement le cimetière, s'arrêtant pour regarder les feuilles tomber sur les pierres tombales couvertes de mousse. Elle songea à la rapidité avec laquelle le village avait transformé la tragédie de Sylvia Ross en une sorte de récit édifiant. Vanité, orgueil, affection déplacée, tels étaient les mots qui la définissent désormais dans l'esprit de ses voisins. Pourtant, Miss Marple ne parvenait pas à oublier le rire que Sylvia avait emporté avec elle, la lumière qu'elle apportait à un endroit qui n'accueillait pas toujours la lumière. Elle s'arrêta à la grille du presbytère, où Madame Clément cueillait des roses tardives pour l'autel. « C'est si étrange, » dit doucement Madame Clément, « que tout redevienne vite normal, comme si rien ne s'était jamais passé. » Miss Marple sourit doucement. « C'est ainsi que les villages se rétractent, ma chère. Ils reprennent leur forme comme une courte pointe après avoir été secoués, mais les coutures ne sont jamais tout à fait les mêmes. Ils marchèrent un peu ensemble. Madame Clément me confie sa tristesse persistante. Je ne peux m'empêcher de penser au pauvre Harcourt, si réservé, si convenable, et pourtant anéanti par une chose aussi insignifiante qu'une fierté blessée. On se demande quel secret se cache même dans les cœurs les plus respectables. » Miss Marple hocha la tête discrètement. La nature humaine, Madame Clément, est un tissu des plus complexes. Nous sommes tous un mélange de vanité et de bonté, de faiblesse et de force. Dans le cas d'Harcourt, c'était de l'orgueil aiguisé par la déception. Dans celui de Sylvia, une gaieté irréfléchie qui la blesse plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. C'est tragique, mais pas rare. Ce soir-là, de retour à son cottage, Miss Marple mit son tricot de côté et ouvrit la lettre de son neveu Raymond. Il lui avait écrit avec son entrain habituel, lui demandant si elle avait de nouvelles histoires à lui raconter. « Écrivez tout, tante Jane, » insista-t-il. « Vous avez l'œil d'une romancière, même si vous refusez de l'admettre. » Miss Marple sourit faiblement à ces mots. Elle lui écrirait, bien sûr,
mais elle tempérerait l'histoire. Inutile de raconter à Raymond tous les détails, les rires, la fierté, l'amertume. Il préférait la forme d'une histoire plutôt que le poids accablant de la folie humaine. Pourtant, elle glissait une ou deux observations. Il était assez intelligent pour lire entre les lignes. Elle plia la lettre, la scella soigneusement et la déposa sur la petite pile en attente du courrier. Puis, elle retourna s'asseoir près de la fenêtre où la lumière dorée de la lampe éclairait son salon bien rangé. Le peigne, rendu aux autorités, ne se trouvait plus sur sa table. Pourtant, dans son esprit, il brillait encore, symbole non pas du crime lui-même, mais des fragiles vanités qui l'avaient conduit. Dehors, le village était silencieux, les dernières fumées s'échappant des cheminées, les étoiles commencent à percer le ciel de velours. Quelque part, au loin, un hibou criait. Miss Marple se remit à tricoter. Les aiguilles cliquaient doucement, régulièrement et patiemment, comme si elles faisaient écho à leurs propres pensées. Elle savait que les mystères reviendraient. C'était toujours le cas, car la nature humaine était toujours la même, que ce soit à Londres, à Paris ou dans les ruelles tranquilles de St. Mary Mead. Et quand une nouvelle énigme surgirait sous la surface de la vie du village, elle serait prête. Avec son regard perçant, son doux sourire et son inépuisable répertoire de comparaisons, elle la démêle, comme toujours, avec calme et sérénité, avec la sagesse de celle qui sait que le plus petit indice peut révéler les secrets les plus sombres. Pour l'instant, cependant, elle était satisfaite de son tricot, de ses roses et du calme du soir, satisfaite de laisser l'histoire du peigne d'argent s'inscrire dans la mémoire du village où elle resterait, à demi murmurée, pour les années à venir. Les semaines s'écoulèrent, chacune adoucissant la violence du crime qui avait secoué St. Mary Mead. Les haies se dépouillèrent de leurs baies, les premières gelées effleurèrent l'herbe et les soirées embaumèrent la fumée de bois et la terre humide. Pour un œil non averti, le village avait retrouvé son rythme d'antan. Mais sous la surface, le souvenir du meurtre de Sylvia Ross persistait comme un point trop serré dans une broderie pourtant impeccable. Miss Marple le remarqua en faisant ses courses. Chez l'épicier, la conversation s'interrompit à son entrée, comme si les villageois associaient encore sa silhouette silencieuse à la terrible clarté du récit. À la poste, Miss Hartnell baissa la voix en évoquant le procès, peut-être gênée de se rappeler avec quelle ardeur elle avait autrefois accusé M. Ross. Ceux qui se targuaient de certitude marchent désormais avec plus de prudence, conscients que leur jugement s'était révélé si erroné. Par un après-midi venteux, Miss Marple fut invitée à prendre le thé chez Madame Price Ridley. Le salon était excessivement chaud, chargé d'une odeur de thé trop infusée, et la dame elle-même était encore encline à ressasser les événements. « Je n'hésite pas à avouer, Jane, dit-elle en se rasseyant avec un soupir, que je me suis trompée au sujet de M. Ross. Cela ne me fait aucun honneur, bien sûr, mais j'ai pris sa mauvaise humeur pour de la culpabilité. Et puis, Harcourt est un homme si respectable. On ne sait jamais. » Miss Marple sourit faiblement, son tricot posé sur ses genoux. On confond souvent le silence avec l'honnêteté et la tristesse avec la méchanceté. Mais en vérité, ma chère, la nature humaine est bien plus variée qu'on ne le souhaiterait. Je me souviens d'un garçon de St. Mary Mead, il y a des années, toujours si poli, jamais un mot méchant. On découvrit plus tard qu'il était le pire fauteur de troubles. Madame Price Ridley pinça les lèvres, mais ne répondit pas. La leçon était claire. Sur le chemin du retour, Miss Marple s'arrêta au cimetière. Elle y trouva Madame Clément, les mains pleines de branches de conifères pour l'autel. Elles marchèrent un moment ensemble, l'air frais leur pinçant les joues. « La paroisse, dit doucement Madame Clément, est plus calme maintenant, mais je me demande parfois si les gens en ont vraiment tiré les leçons, ou bien oublieront-ils seulement jusqu'au prochain scandale ?» Miss Marple resserra son écharpe autour de son cou. Les êtres humains apprennent rarement longtemps.
l'orgueil, la vanité, l'envie, ils ne disparaissent pas. Ils sommeillent, attendant la prochaine querelle, le prochain affront. On le voit dans les familles, dans les villages, dans les grandes nations. C'est pourquoi des histoires comme celle-ci se répètent. Madame Clément soupira. « C'est plutôt sombre, dit comme ça. »« Pas sombre, ma chère, corrigea gentiment Miss Marple. Simplement vrai. Mais n'oubliez pas, il y a aussi de la gentillesse. La servante qui pleura Sylvia plus que quiconque, les enfants qui déposèrent des fleurs devant la porte de l'école après l'agression de M. Harcourt. Ce n'est jamais que de la méchanceté. Les fils sont mélangés comme dans toute tapisserie. Ce soir-là, Miss Marple s'assit à son bureau et ouvrit son journal. Elle ne le tenait pas régulièrement, mais quand quelque chose la pressait, il lui arrivait de le poser. Son texte était court, écrit de son écriture soignée. L'emblème commun de la vanité, le charme insouciant d'une femme, l'orgueil de la broche, trop profondément ancré dans la possession, le ressentiment de soi qui s'effiloche lorsqu'on le tire trop. Fort, toutes ces petites choses et pourtant, réunies, révèlent la vérité. Les petites choses le font toujours. Elle ferma le livre et retourna à son fauteuil. Le feu brûlait doucement, projetant de longues ombres sur la pièce. Dans le silence, elle repensa à Sylvia Ross, à M. Harcourt, au village qui avait été si sûr de lui, puis si maladroit. Le peigne en argent avait été rendu à la famille de Sylvia, qui vivait à Londres. On disait qu'il comptait le garder sous clé, hors de vue, car c'était un souvenir trop douloureux à porter. Pourtant, Miss Marple, se reflétant dans la lueur de son foyer, savait que la véritable signification du peigne perdurerait ici, au village, murmurée à l'arrivée de nouveaux voisins, répétée chaque fois que la vanité serait soupçonnée d'égarer quelqu'un. Dehors, le vent faisait claquer les volets, emportant avec lui les rires ténus des enfants qui jouaient encore malgré le froid. La vie, inébranlable, poursuivait son cours. Miss Marple reprit son tricot, les aiguilles scintillant à la lueur du feu. Chaque maille était petite, presque insignifiante, mais ensemble, elles formaient un motif qui donnait du sens à l'ensemble. C'est ainsi, pensa-t-elle, dans les affaires humaines. Il suffit d'avoir la patience de voir comment les petites choses s'assemblent. Et ainsi, elle continua à tricoter, calme et posée, tandis que le village de Saintes. Mary Mead, bien qu'effrayée, apprenait à respirer à nouveau. Les dernières feuilles d'automne avaient disparu des chemins, laissant Saint, Mary Mead dans sa solitude et son calme. De la fumée s'échappait des cheminées, les champs étaient au repos et l'air était glacial chaque matin. En apparence, la vie avait repris son rythme habituel, mais sous le calme persistant un vague souvenir de perturbation, telle une ombre qui refusait de s'estomper complètement. Le cottage Ross, toujours fermé, est devenu le témoin le plus marquant du village. Son jardin, autrefois soigneusement entretenu, était envahi par les mauvaises herbes. Les enfants passaient devant pour jouer, mais jamais trop près, car des murmures circulaient encore autour des rires qui résonnaient autrefois à ses fenêtres. Certains disaient qu'il serait vendu au printemps, tandis que d'autres doutaient que quiconque veuille y vivre, car la maison portait une histoire qui s'accrochait comme du lierre. M. Ross lui-même était absent. Un cousin du Devon l'avait recueilli, et une lettre parvint au presbytère annonçant qu'il ne reviendrait pas. Il aspirait, semblait-il, à l'anonymat, à un endroit où personne ne le connaîtrait comme le mari de la femme assassinée. La lettre était rédigée avec gentillesse, mais lourde de chagrin, et Madame Clément, après l'avoir lue à voix haute, la plit d'une main tremblante. « Je ne peux pas lui en vouloir, » murmura-t-elle. « Comment pouvait-il rester ici alors que chaque regard est un rappel? » L'école, elle aussi, portait le poids du silence. Aucun nouveau maître n'avait encore été nommé. Aussi les enfants étaient-ils réunis dans la salle paroissiale,
leur cours se déroulant entre livres de cantiques et piles de chaises. Certains parents grommelaient, mais aucun ne souhaitait doter la réouverture de la vieille salle de classe. L'ombre d'Harcourt planait encore trop sur ses murs, et pourtant le village était résilient. Le salon de thé Blue Boar grouillait de clients, la vitrine de l'épicier exposait des pommes éclatantes et des bocaux de confiture, et le pasteur préparait son sermon de Noël. Progressivement, les conversations s'éloignèrent du meurtre pour s'orienter vers des sujets plus réconfortants, des recettes, le prix du charbon et la rigueur de l'hiver à venir. Pourtant, le souvenir de Sylvia Ross réapparaissait assez souvent, se glissant spontanément dans les conversations lorsque son nom était le moins attendu. Miss Marple observait tout cela avec son attention silencieuse habituelle. Elle se déplaçait parmi les villageois comme toujours, tricotant à la main, écoutant plus qu'elle ne parlait. Elle entendait le ton adouci sur lequel ils parlaient maintenant d'Harcourt, autrefois leur maître d'école respecté. Certains le condamnaient ouvertement, d'autres le plaignaient, mais tous s'accordaient à dire qu'ils ne l'avaient jamais vraiment connu. C'était, songea Miss Marple, la vérité la plus troublante, qu'on pouvait vivre parmi ses voisins pendant des années, tout en restant aveugle à ce qui couvait dans leur cœur. Un soir, le docteur Haydock vint lui rendre visite. Le feu crépitait dans le salon de Miss Marple, tandis qu'il se réchauffait les mains, chassant le froid de la nuit. « Le village paraît plus calme, » dit-il, presque comme si de rien n'était. Miss Marple versa le thé sans se presser. « C'est ainsi dans les villages, docteur. Ils oublient quand ça les arrange et se souviennent quand ça ne les arrange pas. On reparlera peut-être du peigne dans des années, quand un nouveau venu posera des questions sur le cottage. Alors, on le racontera partout et on le travaillera à chaque fois. » Le docteur Haydock rit doucement. « J'imagine que vous avez raison. Néanmoins, c'est réconfortant de savoir que justice a été rendue. Harcourt répondra de ses actes. » Miss Marple hocha la tête, malgré son expression pensive. « Oui, justice sera faite. Mais je ne peux m'empêcher de penser que la justice seule guérit rarement. L'orgueil et la vanité, voyez-vous, ne disparaissent pas avec l'emprisonnement d'un seul homme. Ils demeurent dans la nature humaine, attendant de refaire surface sous une autre forme. C'est ce que l'on ne saisit jamais vraiment si le crime ne n'est pas seulement des circonstances, mais de la fragilité de chacun de nous. » Le médecin la regarda pensivement. « Vous donnez l'impression que c'est inévitable. »« Ce n'est peut-être pas inévitable, » dit doucement Miss Marple, « mais c'est certain, il faut toujours être vigilant. » Les semaines passèrent, et bientôt le village se prépara pour Noël. Les enfants répétaient des chants de Noël, l'église était décorée de houx, et même Madame Price Ridley se laissait distraire par les préparatifs du bazar saisonnier. La vie avait ses secrets, même si les coutures étaient encore visibles à y regarder de plus près. Par un clair après-midi de décembre, Miss Marple marchait le long du chemin qui bordait le cimetière. Le givre scintillait sur l'herbe, et l'air sentait la fumée de bois et la terre froide. Elle s'arrêta près de la haie où elle avait remarqué pour la première fois le fil de soie cramoisi accroché à une épine. La haie était nue maintenant, la soie avait disparu depuis longtemps, mais elle la voyait encore flotter faiblement dans la brise, un indice infime, presque anodin, et pourtant la clé pour démêler une tragédie. Elle réfléchissait, comme souvent, à la façon dont les plus petits détails trahissaient les plus grands secrets. Un peigne, une broche, un fil d'une importance inestimable, mais ensemble, ils racontaient une histoire d'orgueil, de ressentiment et de folie. Il en était ainsi à St. Mary Mead, et il en serait ainsi partout ailleurs. Les gens se révèlent rarement par de grands gestes. C'était dans les petits détails, les mots à moitié prononcés, le regard rapide détourné, que la vérité se révélait toujours. Ce soir-là, Miss Marple s'assit de nouveau près du feu. Son tricot reposait sur ses genoux,
stable et familier. Dehors, les cloches sonnaient, résonnant dans l'air calme. Elle pensa à Sylvia Ross, à Harcourt, à Monsieur Ross, loin dans le Devon. Elle pensa au village, tissant déjà la tragédie dans sa tapisserie d'histoires remémorées. Et elle pensa aussi à l'avenir, lorsqu'un autre secret, une autre folie surgirait dans quelque ruelle tranquille, car telle était la nature humaine. Et quand ce jour viendrait, Miss Marple serait prête, ses aiguilles cliquetant, ses yeux brillants, derrière ses lunettes, à l'écoute des petits détails que les autres oubliaient. L'énigme du peigne d'argent était résolue, mais les leçons qu'il contenait ne seraient pas oubliées. Vanité, orgueil, fils de folie tissés dans chaque vie, attendant d'être révélés. Et dans le silence de son cottage, Miss Marple sourit faiblement, sachant qu'elle serait toujours là pour les voir.